Je vais essayer de faire jouer la vidéo je ne sais pas si ça va fonctionner en termes d'audio, mais cette vidéo d'Infoman. Ça marche pas. Je vois Nina qui fait non de la tête. Mais écoutez, si jamais ça vous tente, tapez Infoman CHSLD à la fin de la présentation, puis vous verrez. Mais cette vidéo de 1 minute prend des petites capsules médiatiques depuis au moins 20-30 ans en disant que c'est tout le temps inacceptable en CHSLD, que les choses vont pas bien. C'est sûr qu'on y voit le ministre Gaëtan Barrette, la ministre Mme Blais, et qui parle des problématiques. Ben écoutez, quelqu'un me propose de choisir le son, mais écoutez, juste pour la fluidité de la présentation, je vais vous la laisser la regarder à la suite. Mais en gros, c'est une façon un peu humoristique de décrire la leçon que j'aimerais vous partager. C'est-à-dire qu'il faut parler et travailler 2 fois plus fort pour parler de nos personnes aînées. La problématique en CHSLD, vous le savez mieux que moi, là, elle n'est pas nouvelle, elle est là depuis 20-30 ans, et pourtant, à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouvelle personne qui arrive, on constate, mais c'est très difficile d'arriver à changer les choses. Et le message, c'est sûr, c'est de savoir que c'est le cas, que c'est pas nécessairement facile, puis peut-être se demander pourquoi. Parce que si on comprend pourquoi, je pense que ça nous donne plus de persistance. Je pense que numéro un, il y a des biais psychologiques associés au vieillissement. Un exemple que je donne souvent, c'est si on demande à des jeunes universitaires dans les expériences psychologiques de penser aux personnes âgées à des mots liés à l'âge. On demande ça à un groupe, on demande à un autre groupe de penser à des mots liés à la jeunesse. Et le vrai test, c'est de voir la vitesse de marche qui s'ensuit cet exercice. Ben, la vitesse de marche, quand on pense aux personnes âgées, est nettement plus lente que quand on pense aux personnes jeunes. Je ne suis vraiment pas en train de dire que ce biais psychologique explique tout ce qui s'est passé, mais ça fait clairement partie pas d'une négligence, mais on peut tendre à occulter ces réalités qui sont plus difficiles. Puis oui, il y a des belles images de vieillissement réussi, mais c'est sûr que l'image sociétale qu'on a des CHSLD, puis quand on regarde les images d'ailleurs d'Infoman, c'est beaucoup de déclin, beaucoup de deuil, et donc c'est pas toujours facile d'amener ça dans l'espace médiatique. Je pense aussi que le virus, la SARS-CoV-2, a vraiment cette particularité que quand on constate qu'il y a un problème, ben, il est souvent déjà trop tard. En ce sens que entre le moment où on constate des morts, c'est-à-dire où les morts sortent dans les nouvelles et qu'on s'en inquiète, ben, c'est le reflet de ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines. Et le corollaire de ça, c'est quand on fait les bonnes actions, quand on met en place les bonnes mesures, ça prend 2 à 3 semaines avant que les décès diminuent, ce qui est très décourageant. Et ce virus-là est parfait pour jouer sur nos biais psychologiques humains. Et pour ces raisons-là, je pense que ça explique en partie peut-être l'hospitalocentrisme que nous vivons et certainement dans la préparation à la pandémie. Au début, là, on recevait des demandes à l'Association des médecins gériatres pour des entrevues pour parler des ventilateurs et du triage. On n'en recevait pas pour préparer nos CHSLD, mais on en recevait beaucoup sur les ventilateurs, les soins aigus. Et donc, rappelons-nous, il faut travailler 2 fois plus fort pour parler des aides. Vous amène à de l'insouciance généralisée à ce que je pourrais appeler une prise de conscience et une inquiétude. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quelque part à la mi-mars, la COVID est devenue vraie. La COVID, quelques cas, mais c'était pour nous quelque chose d'assez lointain. C'est à la mi-mars qu'on s'est rendu compte que quelque chose allait arriver pour vrai. Puis la première raison, ben, c'est une pandémie. Hein. Une pandémie, en grec, c'est tout le peuple, c'est tout le monde. Tout le monde est affecté par ça. Mais je pense que les personnes âgées, comme experts, ou en tout cas comme cliniciens s'en occupant, on pouvait s'attendre à ce que ça aille moins bien. Puis c'est d'ailleurs ce que j'avais partagé avec mes collègues à la mi-mars, quand on annonçait les mesures, le renforcement des mesures. Puis je me suis demandé comment on pouvait détecter ou pourquoi à ce moment-là, déjà, on sentait que ça pouvait mal se passer. Numéro un, c'est sûr que la littérature scientifique à la mi-mars commençait à sortir. Vous avez Lynn Valley Care Center en Colombie-Britannique où il y a eu des assez grosses éclosions. Il y avait des cas à Washington State, de King County, où aussi il y avait beaucoup de cas en CHSLD. Puis, mais en même temps, ça, je pense que oui, c'était un premier début d'inquiétude,
Mais la réelle inquiétude pour moi, ou en tout cas quand je fais de l'introspection de pourquoi j'ai compris que ça pouvait mal se passer, c'est numéro un, quand on s'occupe d'une personne aînée, on s'occupe d'une étape et pas juste d'une maladie. Puis quand on s'occupe d'une étape, quand on s'occupe de la vie, ben, il y a un degré de complexité nettement plus grand qui est associé comparativement à s'occuper d'une maladie. Puis l'image que je veux vous... Ma façon d'illustrer ça, c'est ces quatre peintures là, de Thomas Cole qui sont à Washington. Ça s'appelle The Voyage of Life, donc le voyage d'une vie, où on voit la première peinture, la tendre enfance, la jeunesse, l'âge adulte, puis le vieillage. Puis c'est une image, je pense, c'est d'une peinture qui peut représenter ce qu'on essaie de faire, nous qui nous occupons des personnes âgées, s'occuper de cette peinture du vieillage. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres spécialités, ou il n'y a pas beaucoup d'autres domaines de la médecine, à part peut-être la pédiatrie, où on s'intéresse à la personne dans son entièreté. Mais ça amène son immense lot de défis que je vais essayer de vous détailler dans les prochaines diapos. Le premier lot de défis, c'est sûr qu'il faut se rendre compte que la complexité et l'individualité de nos patients ne sont pas réductibles. Je vous propose de fermer les yeux un temps, de vous imaginer une personne de 5 ans, un enfant de 5 ans, une personne de 50 ans, puis une personne âgée, là. Puis c'est sûr que si je peux aller dans votre tête, je vous parie que la personne de 5 ans risque de se ressembler, les personnes de 50 ans risquent de se ressembler, mais les personnes de 80, 90 vont être très différentes selon la personne que vous avez en tête. Selon que vous travaillez dans un CHSLD, en communauté, selon que vous êtes médecin de famille et vous avez une grande variabilité, selon que vous travaillez dans une UCDG. Et ça, je pense que ça explique une partie des difficultés encourues à la première vague. Les patients ne sont pas réductibles. Les patients sont hétérogènes dans leur expérience de vie, dans leur milieu de vie, dans leur soutien social, dans leurs valeurs et leurs désirs. Et l'image que je présente ici, cette idée de la méthode Toyota d'optimiser, je pense qu'elle fonctionne très bien, puis elle est très utile dans certaines maladies précises, comme disons une appendicite. Mais quand on s'adresse à une personne âgée dans sa complexité, c'est là que certains concepts de gestion, je pense, peuvent être délicates et difficilement applicables à notre population. Puis il faut le retenir et il faut le dire aux gens qui décident. Une autre difficulté de s'occuper d'une étape de la vie plutôt que d'une maladie, c'est cette idée de milieu de vie pour aînés, qui sont oui des milieux de vie, mais aussi des milieux de soins. D'abord, oui, ce sont des milieux de vie, puis c'est important, et je vous présente la pyramide de Maslow qu'on connaît très bien, avec les besoins d'accomplissement, d'estime, bien avant les besoins, qui sont ce qu'on espère accomplir au-delà de nos simples besoins physiologiques de sécurité. Et face à la pandémie, c'est sûr que, ne voulant pas transférer tous les patients et de façon, je pense, appropriée, il a fallu transformer ou reconnaître que ces milieux de vie-là étaient nettement des milieux de soins, avec tout ce que ça implique de prévention, contrôle des infections, de formation, de disponibilité d'équipements de protection individuelle, mais aussi d'équipements médical. Et c'est sûr qu'il faut réfléchir à ça, à cette tension. Je sais que l'INES a d'ailleurs produit un guide, en tout cas une piste de réflexion sur milieu de soins versus milieu de vie, mais c'est certain que c'est quelque chose auquel il va falloir continuer à penser, le juste équilibre de comment optimiser les deux. Encore une fois, je réitère que ça, c'est une leçon parce que les infectiologues nous disaient beaucoup que malgré certaines consignes dans le temps, là, suite à H1N1, puis suite à l'assez difficile, on voulait mettre des équipements comme des gels hydroalcooliques, puis là, on se butait, c'est un milieu de vie, il n'est pas supposé d'avoir énormément d'équipements médicaux. Je vous ai parlé d'une insouciance, je vous ai parlé peut-être d'une prise de conscience au moins personnelle et d'une inquiétude. Puis je vais peut-être vous amener ici, là, quelque part à la fin mars. Pour moi, puis je pense pour ceux qui étaient sur le terrain, qui avaient les premières éclosions, c'était probablement à la deuxième, troisième semaine de mars que l'inquiétude s'est avérée. Je vous dirais pour moi, d'une perspective un peu plus externe, là, je suis au CHUM, donc on n'a pas de CHSLD dans notre CIUS parce qu'on n'a pas de CIUS. L'inquiétude avérée s'est produite à la fin mars 2020. Pas tant au premier cas de Eva à la Valtrie ici, mais quand, à la fin d'une conférence de presse, je pense que c'était le 30 mars, les journalistes ont demandé à Dr Arruda, il y avait combien de milieux de vie pour aînés qui étaient atteints. Et à ce moment-là, il avait répondu 400.
Puis là, dans ma tête, je n'étais pas certain si c'était 400 milieux de vie ou 400 personnes dans des milieux de vie. Mais quand on a par la suite appris que c'était 400 milieux de vie pour personnes âgées, et là, c'était sûr que pour moi, ça ne pouvait pas bien se passer pour le Québec et pour nos aînés dans les prochaines semaines. Je vous ramènerai qu'à ce moment-là, on avait au Québec 4600 cas au total. On est près de au-dessus de 80 000, 85, je crois. Il n'y avait qu'au Québec 31 morts à ce moment-là, alors qu'on est à 6 000 malheureusement. Et à la fin de cette conférence de presse-là, ben, la réponse avait été donnée, puis c'est à peu près rien passé. En ce sens que les médias n'ont pas repris la nouvelle, c'est un peu rester lettre morte, et ça a pris un certain temps avant que ça s'arrête. Pourquoi l'inquiétude s'est avérée vraie? J'en profite peut-être pour introduire cette idée que vous connaissez tout aussi bien que moi, mais que les personnes âgées sont démesurément vulnérables. On le sait avec la COVID, puis la COVID est un exemple extrêmement parlant. Vous avez ici le tableau de la CDC qui montre que entre une personne de 18 à 30 ans, la personne de 85 ans et plus a un taux de mortalité de 630 fois plus grand. Dit comme ça n'a pas l'air de grand-chose, mais si on y pense, ça prend 630 fois plus de jeunes qui ont la maladie pour avoir le même nombre de décès qu'une personne âgée de 85 ans et plus. Et si on compare à l'hospitalisation, c'est autour de 13 13 fois plus, sachant que beaucoup de ces personnes-là n'ont pas été hospitalisées. Vous avez ici, ça c'est l'INSPQ puis les chiffres du gouvernement du Québec, où en bleu, c'est le taux par 100 000 personnes chez les 80 ans et plus et chez les 70. C'est assez impressionnant de dire que pour la première vague, ben, cette vulnérabilité-là a été le virus a nettement profité de cette vulnérabilité-là. Vulnérabilité, oui, qui est physiologique, avec probablement l'immunosénescence, les comorbidités, la réserve, mais il y a certainement une vulnérabilité qui vient aussi de l'environnement, c'est-à-dire les milieux de vie en tant que tels. J'en parle pour la pandémie, j'en parle aussi qu'en dehors de la pandémie, cette vulnérabilité-là, elle existe pour toutes les maladies, pour tout le phénomène des hospitalisations et de l'IATROGénie. L'autre point, on avait une inquiétude, elle s'est avérée vraie, c'est que la science à la tête dure est finie par prévaloir. Pour les masques, ça nous a pris un certain temps au Québec avant de reconnaître la transmission asymptomatique et donc la validité et l'utilité des masques. Je pense aussi qu'à certains moments, on aurait dû favoriser une politique basée sur l'évidence plutôt que d'autres éléments, et donc que la science dise ce qu'il faut faire et qu'on rende très clair ce qui était de la science et ce qui était, bon, des considérations logistiques. Pourquoi? Parce que dans une maladie infectieuse, 1, 2, 3 semaines de retard a des effets catastrophiques à cause de la courbe exponentielle. Le virus, il ne s'additionne pas, il se multiplie. Puis quand quelque chose se multiplie, ça va pas mal plus vite que quand il s'additionne. Je ferai mon petit pitch de chercheur en début de carrière en vous disant qu'il manque énormément de recherches spécifiques à la personne âgée, tout particulièrement en CHSLD. Et c'est quelque chose que, bon, peut-être, j'espère que la communauté de pratique, on va pouvoir établir là, une infrastructure de recherche très ancrée directement à même les CHSLD. Je vous amène, donc je vous ai parlé d'une insouciance, prise de conscience, une inquiétude qui s'est avérée, puis finalement, quelque part, là, il y a eu une inflexion ici. Les gens ont bien compris qu'il se passait quelque chose en CHSLD puis qu'il fallait s'y intéresser très rapidement. Et j'aimerais juste vous parler de l'alerte. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait 400 milieux de vie pour personnes âgées qui ont été atteints et que ça n'avait pas fait grand bruit, que c'était resté un peu lettre morte. J'aimerais vous poser la question de si ça avait été 400 garderies ou 400 écoles. À ce moment-là, je réitère, on avait 31 morts et les choses allaient bien. On parlait que les beaux jours s'en venaient, que ça allait bien aller, l'arc-en-ciel. S'il y avait eu 400 garderies, je suis convaincu, mais absolument convaincu, que le monde se serait arrêté et on se serait intéressé aux garderies. Et pourtant, au Québec, ça nous a pris au moins une semaine, sinon deux, avant que la société ou le public général s'en aperçoive. Bon, on retiendra les lettres ouvertes je voyais que Dr. Cargotte était parmi nous, Dr. Lucier. Bon, j'ai essayé de, tant bien que mal, de faire publier une lettre ouverte qui a été publiée une semaine plus tard. Donc, clairement, l'alerte a été donnée, elle a été, je pense, entendue et les choses ont tranquillement changé, mais ça a pris beaucoup de temps.
Rappelons-nous, ma première leçon personnelle, c'est qu'il faut parler deux fois plus fort quand il est question d'aimer. Ce que je retiens de ça, et ce que j'avais peut-être compris, mais pas autant, c'est qu'il faut vraiment investir la place publique et prendre la place de défenseur qui nous revient. Ici, vous avez Isabelle Julien, avec qui j'ai parlé, qui était au CHSLD Yvon Brunet, où il y a eu beaucoup de mortalité. C'est cette idée que les médias ont un immense pouvoir et un rôle extrêmement important et qu'ils sont les meilleurs à le faire. En ce sens que souvent, je pense comme clinicien ou comme scientifique, là, on aime cette idée qu'il faut des chiffres, il faut donner les chiffres, il faut convaincre les gens par les chiffres. Mais les médias comprennent que oui, c'est important, mais ça a ses limites et donc il faut donner un visage à cette réalité et les médias sont les meilleures personnes pour ce faire et il faut que nous aussi, on adhère à cette vision-là et qu'on s'encourage à le faire davantage. C'est peut-être une diapo, celle-ci, cette leçon qu'il faut donner une voix aux sans-voix et reconnaître les proches. Je me suis rendu compte de ça quand il s'est passé l'histoire assez catastrophique là, et assez négligente du CHSLD Heron. Oui, je pense qu'il y avait un concours de circonstances qui peut expliquer ce qui s'est passé. Je pense que c'est une nouvelle maladie, les gens ont eu très peur, les gens devaient s'isoler, il y a eu peut-être de la négligence. Mais je pense aussi qu'une lecture de ce qui s'est passé à Heron, c'est que ça nous donne une image de ce qui peut se passer quand les proches aidants ne sont plus présents. Les personnes âgées en CHSLD c'est tous une immense perte d'autonomie, donc ils n'ont pas nécessairement une voix. Ça, c'est encore plus le cas que pour les personnes âgées en général. Mais leur voix, en fait, c'est souvent leurs soignants, mais c'est aussi beaucoup leurs proches aidants. Et je pense que la mesure était appropriée au début, là, mais d'empêcher les proches aidants d'être présents a permis une négligence qui aurait été impossible autrement. Et c'est l'idée que donc il faut donner une voix aux sans-voix et reconnaître les proches. Puis je vous présente un petit triangle, c'est rien d'innovant, mais c'est l'idée que d'habitude on imagine beaucoup les dianes, c'est-à-dire le personnel soignant et le patient, mais en réalité il faut rajouter quand il est question de personnes âgées avec une perte d'autonomie, il faut certainement ajouter les proches à l'équation. Si on fait à l'alerte, là, on est à quelque part à la mi-avril, puis la société a compris que ça allait mal, que ça n'allait pas aussi bien qu'on aurait aimé, que oui, la bataille population générale allait très bien, les hôpitaux n'étaient pas débordés, on avait assez de ventilateurs, mais il y avait un autre front. Bon, si on prend la métaphore guerrière, il y avait un autre front où ça allait être très difficile. Et c'est là qu'il y a eu un intérêt marqué. Et je ne veux pas rentrer dans les détails du fonctionnement du groupe. Ce n'est pas ça l'objectif de ma présentation, mais je veux quand même vous parler de ce concept d'arrimage et d'organisation. Je vous présente l'image ici de Dr Arruda, la santé publique, le politique, le ministère de la Santé. On aime à penser que tout ça, que la communication se fait bien. C'est sûr qu'avec le recul, on se rend bien compte qu'il y avait des choses à améliorer. Mais le fait de mettre cette diapositive-là, c'est de vous dire que on s'imagine quelque chose, mais c'est probablement 2-3 fois plus compliqué. 2-3 fois plus d'arrimage et d'organisation qui sont nécessaires. Et je mets cette petite photo-là pour dire que c'était la même chose. Au sein même de mon groupe d'experts, ben, il fallait apprendre à se connaître, il fallait apprendre à s'arrimer, à s'organiser, il fallait apprendre à travailler, à s'organiser avec les aînés, après ça avec le ministère de la Santé. Et tout ça prend du temps et tout ça demande une collaboration et un travail qui en temps de pandémie, n'est pas toujours facile. Ce qui m'amène à la leçon qui est il faut continuer à briser les silos. I preach to the converted, là, je veux dire, je prêche pour ma paroisse, puis on est tous d'accord, mais je m'en suis rendu compte à un autre niveau. À l'échelle clinique, je sais que c'est important d'être interdisciplinaire puis de reconnaître la part de chacun. Puis pour la pandémie, ben, chez les personnes âgées en milieu de vie aînée, c'est d'autant plus le cas. Il n'y a vraiment pas d'alternative à l'interdisciplinarité. On dit souvent que ça prend un village pour s'occuper d'une personne, pour élever un enfant, mais je vous propose que ça prend un village, effectivement, pour s'occuper d'une personne âgée avec une perte d'autonomie. Puis, c'est peut-être, dans le temps d'une pandémie, c'est peut-être pas le moment où l'interdisciplinarité, on est capable de la développer. En ce sens qu'on n'apprend pas à nager quand on est en train de se noyer, là, on apprend à nager quand les choses vont bien. Donc, il faut essayer de continuer et pousser dans cette direction-là.
Je vous présente ce petit diagramme de Venn pour vous proposer ma lecture à haut niveau de ce qui s'est passé. C'est que la façon qu'on est organisé au Québec, les aînés, ils ont il y a une direction, il y a des gens qui s'intéressent aux soins aux aînés et aux services. Il y a des gens qui s'intéressent à l'aspect très médical, hospitalier. Les CIE sont organisés hôpital, puis la direction SAPA. Et il y a aussi, évidemment, la santé publique, direction régionale, puis les directions nationales de santé publique. Dans le cas de la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que c'était pas vraiment une maladie purement populationnelle, c'était pas une maladie purement hospitalière, c'était pas une maladie purement personne âgée, soins typiques, disons, d'une maladie d'Alzheimer. C'était vraiment à l'interface de ces trois réalités-là. Puis ce qui arrive, je pense, dans une situation de crise, c'est que les gens se tournent vers ce qu'ils connaissent, puis se tournent vers ce pourquoi ils ont été formés à la base. Mais en réalité, l'interdisciplinarité était extraordinairement importante puisqu'il fallait l'expertise de ces trois directions-là ou de ces trois philosophies de soins. Et malheureusement, je pense que ça a été un défi. Et c'est là que je ne suis pas le premier à proposer cette idée-là, mais d'avoir quelqu'un, un directeur, une directrice nationale du vieillissement qui pourrait s'intéresser de façon transversale dans toutes les directions à ce phénomène du vieillissement pourrait faire une différence. En tout cas, je lance l'idée au ciel et on verra ce que ça pourra donner. J'aimerais vous amener peut-être à quelque part où l'intérêt peut-être a diminué, c'est-à-dire à partir du moment où on a vu qu'il y avait eu énormément de cas, ben, les gens, je dirais, les cycles médiatiques sont tels qu'il n'y aura pas un intérêt infini pour quelconque sujet que ce soit, mais il y a quand même eu des actions qui ont été posées, des actions par vous, les gens sur le terrain, qui ont quand même fait que les cas ont baissé, pas aussi vite qu'on aurait aimé, probablement aussi en lien avec le fait qu'il faisait de plus en plus chaud et donc on était capable d'aller dehors, que l'équipement est arrivé. Mais il y a quand même eu des actions qui ont été posées et voici des leçons ou des leçons que j'en tire de façon assez haut niveau. Je vous dirais, un, c'est de se faire confiance. Puis je parle au nous, mais dans le fond, c'est de vous faire confiance. Dans cette pandémie-là, j'ai parlé à des gens absolument extraordinaires, dévoués et tout à fait connaissants de leur réalité locale et des choses à mettre en place localement. Au ministère, dans mon expérience, c'est sûr qu'il y a Montréal, puis après il y a les régions, et déjà là, c'est déjà une distinction majeure qui rend souvent des mesures top-down très difficiles à mettre en place. Je rajouterais à ça que chez la personne âgée, à cause des différences de l'hétérogénéité de chacune d'entre elles, mais ça devient encore plus difficile d'avoir une mesure top-down. Je rajouterais aussi que les milieux de vie sont très hétérogènes. Et à quelque part, donc c'est cette idée qu'il faut une gestion locale, il faut avoir des instances décisionnelles qui sont au bon niveau. Et je vous avoue, le fait qu'on se parle aujourd'hui est un peu cet objectif-là. C'est de répondre à cette idée de réseauter les gens sur le terrain qui ont une expertise CHSLD ou un intérêt CHSLD pour développer cette expertise et cette force de frappe jusqu'à un certain point. Je pense que d'autres spécialités ou d'autres domaines de pratique ont leur communauté de pratique. Malheureusement, en CHSLD, ce n'est pas aussi fort et je pense qu'il faut vraiment continuer à le développer. Je suis repassé, donc je vous ai parlé donc de faire confiance aux experts terrain. L'autre idée, c'est que parce que les personnes âgées comptent pour environ 50-60% des soins requis alors qu'ils sont en bas de 25% des gens, il faut absolument que tout ce qu'on fait de bien en gériatrie ou en soins aux personnes âgées ne soit pas considéré quelque chose de différent. Ça doit devenir mainstream. Puis donc l'approche adaptée qui a été développée par des gens ici présents doit devenir mainstream. Puis à la fin, les recommandations cliniques que le groupe a proposées étaient beaucoup d'appliquer toutes les bonnes choses qu'on sait sur cette approche-là à la réalité COVID. Donc, de reconnaître l'hiatrogénie, autant du confinement que de son traitement, de reconnaître les seuils, qu'une personne âgée, oui, elle est peut-être pas, elle est stable, mais elle est à un seuil très près d'une perte de fonction. On peut confiner des enfants pas mal plus longtemps, il y a certainement des effets néfastes, mais ils sont moins loin d'un seuil de dysfonctionnement qu'une personne âgée. Et sachant qu'une personne âgée est près d'un seuil, il faut absolument les reconditionner et réfléchir à cette forme de réadaptation. On pense beaucoup à la COVID comme d'une maladie pulmonaire, mais à la fin, il faut reconnaître, et je pense que c'est très important que c'est une maladie multisystémique,
ou les gens qui survivent à la phase pulmonaire ont besoin de soins par la suite aussi. Puis, encore une fois, je réitère le message que les soins pour aînés, ça devrait être des soins tout. L'autre point qui, dans mon expérience auprès du ministère, c'est qu'il faut absolument réduire la lenteur et la redondance de nos processus, puis d'avoir des données plus disponibles. Ça a été assez pour moi, comme épidémiologiste, là, assez difficile par moment de ne pas avoir accès à des données rapidement, puis peut-être qu'elles n'existaient pas, les données, mais ça, c'est sûr que pour faire face à quelque chose d'aussi gros que le vieillissement de notre population, il faut absolument des données, puis il faut absolument réduire les duplications. Je vous présente la CTMSP qu'on connaît bien, mais ça ne se peut pas que ce soit ça encore un outil qu'on utilise pour transmettre de l'information, alors que d'autres outils nettement plus efficaces existent. Quand je pense aussi à la redondance, je pense au fait que, bon, on travaille en équipe interdisciplinaire, mais on est tous plusieurs à poser des questions sur les AVD, les AVQ, puis là, ça peut être de l'externe aux résidents aux médecins. Même chose avec les ergos, les physios, les techniciens, etc. Il y a clairement quelque chose à faire. Un autre point, puis le docteur Régent Hébert en parle énormément, c'est toute cette idée de maintien à domicile. Certaines sociétés où le maintien à domicile était plus présent ont mieux fait dans la pandémie, puis c'est normal que quand les gens sont plus physiquement distants les uns des autres, ben, ils ont moins de chances de transmettre la COVID. Je rajouterais néanmoins, là, puis ça c'est peut-être conflit d'intérêt, mais que ça va être difficile, je pense, de se passer d'un maintien à domicile assisté par la technologie puis des formes d'innovation. Il y a Nathalie Bière à l'IUGM qui travaille très fort là-dessus, mais il y a simplement trop de besoins qui vont s'en venir pour ne pas essayer d'optimiser certaines tâches très répétitives et les confier à des objets ou à des processus technologiques davantage que l'humain. Je pense qu'on est beaucoup dans le monitoring à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on va surveiller nos personnes âgées, mais je pense qu'il faut aller à la prochaine étape, c'est-à-dire l'agir, l'accompagnement. Puis pour ça, ben, il faut encourager les personnes âgées à participer au développement de tous ces produits-là. C'est assez impressionnant qu'on peut monitorer notre fréquence cardiaque et compagnie à la maison, mais que toutes ces innovations-là ne se sont pas encore traduites pour les aînés qui en ont probablement beaucoup besoin, surtout, encore une fois, ceux qui ont une perte d'autonomie. Puis, ça me surprendra toujours qu'on a des instituts d'intelligence artificielle comme le MILA, que pourtant nos systèmes de données et notre adaptation de la technologie pour les soins est aussi, en tout cas, défaillante. Peut-être le mot est sévère, mais je pense qu'il est peut-être approprié. Puis je vous présente le mur parce que c'est un peu impossible d'imaginer qu'on sera capable d'y faire face à ce qui s'en vient, à ce tsunami gris dont on parle souvent un peu péjorativement, sans ce changement de notre approche pour les soins à domicile dans la technologie. J'ai parlé de technologie, mais je ne vous cacherai pas qu'il est évident, il faut absolument penser à du personnel. Je le répète très souvent, là, mais une chose, je pense, qui a été utile du groupe, puis même si on a eu nos différences, ça a été de dire que ce qu'on vivait là, on allait le vivre pour longtemps. C'est-à-dire, on est au mois d'avril, tranquillement, les gens comprennent que cette pandémie-là, ben, ce ne sera pas un confinement, puis on va tout rouvrir, puis ça va bien aller. Mais assez rapidement, je pense que le gouvernement a compris que la situation en CHSLD nécessitait des ressources nettement majorées. Puis je pense que l'armée, pour ceux qui l'ont vécu, a été un game changer parce que ben, c'est du personnel. C'est du personnel relativement formé, ou en tout cas assez efficace pour réaliser les tâches nécessaires. Puis ça, c'était absolument nécessaire. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est pas vrai que toutes les tâches d'AVD et d'AVQ peuvent être réalisées par des robots ou par une personne cognitive. Ça prend des humains et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans les prochaines années s'il n'y a pas plus de personnel. Puis si on ne trouve pas une façon intelligente de les employer. J'approche on avance tranquillement, les camps baissent, puis j'approche tranquillement du printemps et de l'été 2020. J'ai peut-être quelques petits derniers messages sur le temps 7, qui est peut-être le recul. Malheureusement, là, dans les dernières semaines, on a l'impression qu'on replonge dedans, là, mais il y a 2-3 semaines ou il y a 2 mois, on pouvait prendre le temps de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé et de regarder ça avec le spectroscope
et se dire, ben, on aurait dû faire X, Y, Z différemment. Je vous dirais que c'est toujours très facile de regarder les choses avec un rétroscope, de se dire, ah, ben, on aurait donc dû. Je vous dis ça pour dire qu'il reste encore des actions à poser, puis c'est toujours plus difficile d'être la personne qui pose l'action avant le temps. Puis là, peut-être mon chapeau santé publique dirait que prévenir, c'est mieux que guérir, mais c'est nettement plus difficile. Et particulièrement où, dans l'optique où il y aurait éventuellement un certain déclin d'intérêt pour les milieux de vie pour aînés, une de mes grandes préoccupations, c'est qu'on s'est inquiété de nos aînés à la première vague parce que les choses allaient relativement bien ailleurs dans la société. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours une compétition pour la société en général, les chirurgies, les cancers, les enfants. Et donc ça, je pense qu'il faut toujours garder en tête. Il faut le garder en tête parce que le tsunami, c'est-à-dire ce qui s'en vient, rôde et est toujours là. En fait, il ne rôde pas, là, il s'en vient. J'aime beaucoup, c'est un gériatre, Ken Rockwood, qui disait ça, là, mais que les personnes âgées qu'on traite à l'heure actuelle ne sont pas les baby boomers en grande quantité qui s'en viennent. À la COVID, les besoins étaient pour les gens de 75 et plus. Puis vous le voyez ici dans la période, la pyramide démographique, qui n'est plus tout à fait une pyramide d'ailleurs, mais vous le voyez que ça compte pour nettement moins que les gens qui ont entre, disons, 60, 75 ou 55 et 75. Et imaginez si on avait vécu la pandémie dans 20 ans. À quel point le réseau aurait été débalancé. On peut espérer que dans 20 ans, on aura appris, tiré les bonnes leçons et on se sera préparé. Mais si on ne le fait pas, il faut s'imaginer la difficulté à laquelle on fera face. Une autre, avec le rétroscope, là, avec un peu de recul sur ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on a recommandé, je pense qu'il faut reconnaître que les soins aux aînés sont un périlleux exercice de gestion de risque, de protection versus de l'autonomie. On le comprend bien, on le sait, mais dans la pandémie, on rajoute à ça la dimension sociétale, communicationnelle versus individuelle. Et je n'ai pas nécessairement la réponse de où tracer la ligne, mais c'est sûr que je pense pour la deuxième vague, c'est quelque chose qu'on garde davantage en tête. Je pense notamment aux mesures de confinement, aux visites des proches. Mais avec le rétroscope, j'ai bien l'impression qu'on aurait peut-être dû être un peu plus intelligent et adapté à cette étape-là ou à cette vision. J'ai parlé beaucoup, puis c'est peut-être une des dernières leçons que je retiens, c'est que dans le feu de l'action, dans tout ce qui se passe, dans toutes les problématiques dont on parle, les gens nous tirent à droite et à gauche, des fois, je pense qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que les aînés, c'est nous tous, aujourd'hui ou demain. Puis qu'une pandémie, ça affecte toutes les tranches de la société, et ici, encore plus les personnes âgées. Puis que le gros bon sens gériatrique, c'est souvent juste d'avoir de l'empathie, de l'humanité et de reconnaître que, il y a une limite à ce qu'on est capable d'accomplir avec la médecine, puis avec nos soins et nos services. Puis de se rappeler, je pense, cette triade-là de proches, personnes âgées et système de soins. Je pense que si on continue à se garder ça, malgré toutes les autres considérations, il y aura de meilleures décisions. On va finir par prendre de meilleures décisions que si des fois, on l'oublie. Je voudrais juste rapidement vous résumer ce que je vous ai dit. Puis c'était un peu pêle-mêle, mais j'ai peut-être pas encore assez de recul face à tout ce qui s'est passé dans les derniers mois pour organiser ça comme dans un article scientifique, disons. Mais je pense qu'il faudra toujours travailler 2 fois plus fort pour parler de nos aînés, qu'on s'occupe d'une vie, d'une étape, pas d'une maladie, que la complexité, que l'individualité de nos patients sont difficilement réductibles, puis que les milieux de vie, à cause de ça, il va falloir départager entre milieu de vie et milieu de soins. Les personnes âgées, rappelons-le nous, sont démesurément vulnérables, puis des fois à des extrêmes, que la science a la tête dure et finit par prévaloir. Donc, quand la science nous dit quelque chose, quand on est assez convaincu que c'est vrai, il faut vraiment agir et pousser pour ça. Du côté de l'alerte, il faut continuer à investir la place publique et prendre la place de défenseur. Il faut donner la voix aux sans-voix, c'est-à-dire donner une voix aux proches. Il faut continuer à briser les silos en pandémie, mais le reste du temps aussi, comme ça on sera prêt à la prochaine pandémie. Je pense qu'il faut faire confiance aux experts du terrain. Il faut réduire la lenteur, informatiser, avoir plus de données. L'approche adaptée doit devenir absolument mainstream.
On ne peut pas, je pense, se passer de technologie et d'innovation pour le maintien à domicile. On peut encore moins se passer de plus de personnel. Puis, bon, les soins aux aînés, quand on ramène ça à l'individu, quand on ramène ça aux valeurs, ben, c'est une gestion de risque. Puis l'humain doit rester au centre. Puis, il y a une petite image du Saint-Laurent, là, très belle image. J'espère que nos eaux seront plus tranquilles. Pour l'instant, pour la deuxième vague, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'acquis, beaucoup d'apprentissages qui ont été mis en place en CHSLD. Je pense que c'est une bonne chose. Je vous laisse ça avec cette diapo qui est le temps 8. Puis cette idée que ce qui sera le quatrième âge reste largement à écrire pour nous tous collectivement et pour nos patients. Je vous représente un peu ces peintures-là pour vous dire que bon, la gravure japonaise, c'est de Hokusai, c'était en 1830 environ. Puis celle d'en bas, ben, c'est de Thomas Cole en 1840, si je ne me trompe pas. Là, je ne me rappelle plus exactement. Mais je vous présente ça pour vous dire qu'à cette époque-là, l'espérance de vie était de 48 ans. Et Thomas Cole, quand il pensait au vieillage, ben, les gens avaient 48 ans. L'espérance de vie au Québec, maintenant, est au-dessus de 80-85. Les femmes, ça vous donne une idée d'à quel point ça reste malgré tout quelque chose de non écrit et à nous de développer. Donc, je pense que c'est une opportunité en or, puis j'espère que, entre autres choses, cette communauté de pratique, puis cette première rencontre sera le début de quelque chose qui va nous permettre, ne serait-ce qu'un petit peu, d'écrire ce quatrième âge. Je vous remercie de votre attention et du grand intérêt. Là, ça fait quand même chaud au cœur. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, mais pour des to the convert, mais ça fait quand même chaud au cœur de voir qu'il y a 108 personnes présentes. J'en profite aussi pour faire un petit pitch pour le prochain webinaire qui va être un peu peut-être moins qualitatif et dans la réflexion. Mais ça va être la prise en charge de la COVID-19 en CHSLD, donc sur la thromboprophylaxie et les corticostéroïdes. Est-ce qu'ils ont leur place? Avec le Dr Chabot et Zach. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Nguyen, pour la présentation. C'est vraiment intéressant d'avoir votre perspective, je pense, avec toute l'expérience que vous avez eue et tout ça. Donc, ça donne beaucoup matière à réflexion. On a une courte période de questions. Donc, pensez à vos questions. Si vous voulez, vous pouvez soit lever la main avec le Teams ou bien l'écrire dans le chat. Puis, on va essayer de la transmettre. Rapidement, il y a quelqu'un qui a posé une question, un tutoriel Teams. On va le mettre sur le site web, donc pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à l'utiliser. N'hésitez pas à écrire aussi ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu au maximum là, environ 115 participants, puis vraiment des gens de partout. Donc, oui, des gens de Montréal, mais des gens beaucoup des régions, la Naudière, la capitale nationale, Drummondville, Kamouraska, Fortierville. On a quelqu'un aussi de la baie des Chaleurs en Gaspésie qui vit actuellement sa première éclosion en CHSLD. Donc, si jamais là, on peut vous aider. Je pense aussi qu'il est intéressant de mentionner que les membres fondateurs de la communauté de pratique ont tous vécu des grosses éclosions, donc on peut s'entraider comme ça aussi. N'hésitez pas à voir si on peut se parler directement. Et puis, je peux peut-être nommer les membres fondateurs puis les remercier. Là. Il y a donc Dr Catherine Richer, Dr Sophie Zang, Kwok Nguyen, Dr Julia Chabot, Dr Neb Kovachina et Dr André Robitaille. Donc, je n'ai pas de main levée pour l'instant. Est-ce que tu as quelque chose dans le chat, Catherine? Sinon, j'ai d'autres petits messages. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais tu peux y aller avec tes messages. Puis, il y a une petite main levée que je vois de André. Ouais. Félix Pajot aussi. Allez, André. Oui, ben, bonjour tout le monde. C'est ça, je fais partie avec plaisir du comité directeur de la communauté. Je suis en CHSLD depuis longtemps. Je dirais dans les propositions de quoi qu'il faudra en rajouter, je pense qu'au niveau des directions locales, il va y avoir beaucoup de suggestions à faire. Ce qu'on a perdu avec les CIUS, c'est nos directeurs de services professionnels, des directeurs médicaux qui s'occupaient pas juste des hôpitaux, mais aussi des CLSC, des CHSLD. Alors, c'est juste un point de réflexion, mais pour nous, dans notre CIUS, de tomber dans une direction où il n'y a pas vraiment de médecins, je pense que ça fait partie de nos problèmes d'organisation avant la pandémie et pendant la pandémie. C'était plus une réflexion supplémentaire.
Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, André. Il y avait Félix Pajot aussi qui voulait prendre la parole. Oui, je sais pas si... Merci, Quoc, pour la présentation. C'est super intéressant. Puis, c'est sûr que venant du domaine éthique, philosophie, je trouve que ça apporte à réfléchir. Puis, justement, la question des technologies, moi, j'aurais une inquiétude, par contre, il y a toujours le risque d'isoler la personne âgée encore plus dans une espèce de bulle technologique, si on fait valoir ça. Puis aussi toute la question de revaloriser les soins. Puis je pense que c'est l'intérêt de la communauté aussi, là, de soins qui a été créé par vous. Puis je trouve c'est une belle initiative de revaloriser les soins parce que on le voit dans la problématique. Je pense que vu que les soins n'ont pas été valorisés, on a manqué de personnel. Puis les gens, il y a eu beaucoup d'absentéisme, de fatigue, de burn-out dans le contexte. Je pense que c'est peut-être plus un commentaire, parce que moi aussi, ma réflexion est en cours, mais merci pour ta réflexion. Je trouve ça super intéressant. Tu as tout à fait raison. Là. Si on commence par la valorisation des soins, les médias sont un couteau à double tranchant. Puis on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans le petit groupe qu'on était. Là. Oui, on doit présenter l'urgence de la situation, mais à chaque fois qu'on parle de CHSLD, c'est toujours ces mêmes images de personnes en marchette qui ont bien de la misère à manger. Et c'est sûr que ça ne valorise pas énormément. Donc, effectivement, je pense que c'est très important comme point. Pour la technologie, c'est sûr que ça fait partie des immenses préoccupations. Et c'est l'idée, je pense, de pouvoir prendre des choses qui sont très répétitives et qui ne sont pas très humaines, rappeler des rappels pour que le temps qui reste à disposition soit utilisé plus intelligemment. Mais c'est un immense défi. Puis pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi. C'est du bon point. Ouais, merci beaucoup. Catherine, d'autres questions au niveau? On a Mine, vous aussi. Allez-y. Oui. En fait, moi, je crois qu'il y a aussi un problème de débat société à avoir là, sur la place des aînés. Au fond, la valeur qu'on accorde justement à nos aînés. Je pense qu'il y a un problème, je crois, aussi à impliquer l'ensemble du Québec pour savoir c'est quoi la valeur qu'on apporte à nos aînés. Je pense que ce serait important aussi de pouvoir essayer de soulever cette problématique-là. Les enfants, c'est sûr, on a un intérêt grand pour nos enfants, mais quelle est la place de nos aînés là? C'est un débat plus grand aussi, je pense qu'il faut essayer d'impliquer. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense cette idée que les personnes âgées ne sont pas distinctes de la société, qu'il faut essayer de les intégrer. Puis pour ramener ça à la communauté pratique, il y a un CHSLD, même si les gens de l'immunité barrière aimeraient penser que tu peux juste les isoler et qu'il n'y a aucun contact avec la communauté, ils sont inscrits dans une communauté et je pense qu'il y a des opportunités, oui, d'un débat très large, mais aussi de lier les CHSLD à leur communauté davantage puis à être intergénérationnel. Merci. Il y a Serge Gingras aussi qui voudrait prendre la parole. Oui. Moi, ça fait longtemps que je suis en CHSLD, dans le sud-ouest de l'ouest de l'île, où on avait aussi la maison Héron, désormais célèbre, chef de programme pour les soins de longue durée pour tout le sud-ouest de l'île. Je pense qu'un des éléments qui joue beaucoup, c'est le fait aussi qu'en CHSLD, la durée moyenne de séjour est de 14 mois. C'est sûr que tous ces gens-là sont en fin de vie, toute fin pratique, de maladies chroniques, de différents problèmes. Évidemment, je généralise, là, tout n'est pas la même chose parce qu'on a beaucoup de clientèle aussi qui ont des problèmes psychiatriques qui sont plus long terme, là, qui vont être là peut-être 10-15 ans. J'exclus ça. Mais je pense que c'est un des considérants aussi qui fait qu'il y a toujours eu très, très, très peu d'attention. Moi, ça fait 25 ans que je suis en CHSLD, j'ai vu ça évoluer. On a décrié la situation minimum à tous les ans. Depuis que j'ai travaillé comme DSP en soins de longue durée depuis le début des années 2000, ça a été des coupures annuelles, mais vraiment annuelles, sur 15-20 ans. C'est sûr qu'on récolte ce qu'on n'a pas semé, toute fin pratique. Fait que je pense que c'est des éléments à considérer aussi en termes de visibilité à ce niveau-là. Et juste à titre informatif, dans les CHSLD, dans l'ouest de l'île, on a eu énormément de décès. En soins à domicile, 0.
Alors, c'est sûr que la promiscuité, moi, c'était certain que quand j'ai vu les premiers, c'était clair sur un étage un étage hypothétique où les gens souffrent de démence, il y en avait un qui était COVID positif. Tous les 25 de l'étage, c'est COVID positif à cause de la promiscuité. C'était une évidence. Et je pense que ça aussi, ça a été la grosse difficulté en CHSLD. En termes de traitement, de suivi, il n'y a pas nécessairement grand-chose à offrir, mais ça sera l'objet de la prochaine présentation. Définitivement, assurer une hydratation, là, ça c'est comme la base, en quelque part. Mais je pense qu'à cause de la promiscuité, de la façon géographique que ça a été construit, c'était quasi inévitable là, que ça soit comme ça. Merci. Merci beaucoup, Dr. Gingras. Dr. Ensuite, Jean-Marc Hébert. On va garder ça court parce qu'on est près du temps limite. Allez, vas-y, Sophie. Oui, c'était juste pour répondre à votre commentaire, Dr. Gingras, merci beaucoup. Justement, ce que Dr. Richer et moi, on sentait, parce qu'on travaille ensemble, Dr. Richer et moi, comme co-chef adjointe hébergement du CIUS Centre-Sud de Montréal, c'est qu'on se disait, ça fait, comme tu dis, chaque année, des médecins et des infirmières du monde qui parlent des CHSLD, et là, on se disait, ça y est, ça suffit. C'est maintenant ou jamais. La COVID nous a mis à la une des journaux. Faut qu'on prenne ce momentum-là pour vraiment que les choses changent pour de bon. Ça se peut plus durer de chaque année, toujours entendre les mêmes gens qui essaient de défendre ces milieux-là et qu'on ne reçoit pas beaucoup en retour. Et c'est un peu aussi ça le tremplin qui a fait que qui a mené vers la création de cette communauté de pratique-là, parce qu'on se dit, on ne va pas pouvoir défendre ces intérêts-là si on ne se met pas tous ensemble. Puis là, c'est ça, le fait de voir qu'il y a 100 personnes ici aujourd'hui, c'est vraiment encourageant pour se dire, c'est beaucoup de manpower là, pour défendre nos CHSLD dans le futur. Oui, absolument. Merci, Sophie. Je vais donner la parole à... il y a deux personnes, Jean-Marc Hébert, puis ensuite Lucie Paul, ensuite de la mini-poutine, puis on va vous laisser partir. Donc, Jean-Marc. Alors, ça ne sera pas trop long. Moi, je travaille dans un CHSLD en périphérie à Saint-Donat, c'est très loin, on n'a pas vécu la pandémie. Pourquoi j'interviens? C'est pour premièrement féliciter pour la création, pour la communauté. Je pense que ça va certainement répondre à des besoins. Et parlant de besoins, moi, je suis directeur scientifique d'un futur congrès de la FMOQ qui va avoir lieu le 14 et 15 octobre de l'an prochain avec André Robitaille et Dr. Steven Di Tommaso. On a cru comprendre, même avant la pandémie, qu'il y avait une grosse déficience, justement, d'intérêt pour les soins à domicile. Donc, c'est le premier congrès thématique sur les soins de longue durée. Il aurait dû avoir lieu en février de cette année. Ça a été reporté justement parce qu'on est occupé sur le terrain à traiter du monde, mais je vois qu'on est plus que 100 personnes là, en ligne. Alors, on fait une étude de besoins qui a été distribuée à différents niveaux, mais je pense que j'aimerais ça le distribuer à la communauté pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins, puis qu'on pourra s'en servir même à la communauté pour aller de façon pointue répondre aux besoins des gens qui sont sur le terrain, parce qu'il faut se le dire, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et les gens qui sont sur place, bien qu'on soit bien compétents, je pense qu'on a bien des choses à apprendre encore avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, là. Absolument. C'est certain qu'on va faire le lien puis qu'on va pouvoir transmettre ça aux participants sur Teams. Puis je vous encouragerai, j'en profiterai là, avant de donner la parole à Lucie Paul, c'est ça, d'aller partager justement ces besoins-là sur Teams, donc de joindre la plateforme puis de les intégrer dans le canal intro, de vous présenter puis de dire, mais qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voyez comme bénéfice, comme apport que la communauté peut vous apporter, puis qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi s'il y a des webinaires futurs, puis on pourra continuer à discuter, là, Jean-Marc, là-dessus, là, mais vraiment, clairement, il y a un besoin, là, ça, c'est sûr. Oui, Lucie Paul, allez-y. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai travaillé pendant plus de 36 ans en CHSLD. Maintenant, je travaille au niveau des RPA. J'aimerais juste souligner que les RPA, on a l'impression que c'est déjà très autonome, mais que c'est des mini-CHSLD privés et que les gens qui y restent payent beaucoup de frais pour y rester et ont très peu de services du gouvernement.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu révoltée. Et avec le temps, bon, oui, les CHSLD ont été dégarnis. J'ai été présidente du CMDP un peu partout et tout ça, chef et tout. Et à un moment donné, ce que je trouve, c'est qu'on coupe également à domicile dans les RPA, alors que ces gens-là devraient en avoir des services, mais ils ne sont jamais éligibles. Alors, c'est le point que je voulais apporter, tout simplement. On a réagi. Oui, non, absolument. Absolument. Puis les RPA, effectivement, c'est tout un autre... c'est tout à géométrie variable. Il y en a tellement des différents modèles aussi, mais effectivement, parfois, souvent, c'est comme les CHSLD. Donc, bien, merci beaucoup tout le monde, vraiment, merci beaucoup Quoc d'avoir accepté de lancer avec ce premier webinaire. Donc, on vous l'a dit, c'est accrédité, donc s'il vous plaît aussi, allez remplir, je pense que Catherine va ajouter dans le chat l'évaluation. Alors, n'hésitez pas avec tous vos commentaires, puis vous pouvez mettre aussi là, à ce moment-là des idées, si vous avez pour nous d'autres idées pour les prochains webinaires. Donc, on en aura un prochain qui va être dans les 2-3 prochaines semaines, exactement à déterminer. Comme on vous a mentionné, là, qui va être sur la prise en charge de la COVID en CHSLD, puis plus spécifiquement une revue des évidences sur la thromboprophylaxie et puis l'utilisation des corticostéroïdes. Et puis, c'est accrédité, donc vous recevrez donc par courriel un certificat pour le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, utiliser le Teams, c'est vraiment une plateforme qu'on se veut vivante. Vous allez recevoir aussi, comme vous le mentionnez, Sophie, au tout début, là, on va vous envoyer une petite vidéo pour vous indiquer comment activer les notifications. Parce que ça va aider. Dans le fond, ça va un peu vous le dire, puis vous pouvez mettre des paramètres par rapport à ça, mais de dire quand quelqu'un poste un sujet de discussion. Puis l'idée, c'est de s'entraider. Hein, c'est vraiment de s'entraider par rapport à tout ce qu'on vit en CHSLD par rapport à la COVID. Donc, Sophie, est-ce que tu avais des... pas Sophie, mais... avais-tu d'autres choses dans le chat? Ça va? Catherine a dû quitter, fait que j'ai regardé dans le chat, puis je ne vois rien d'autre. Il y avait juste la question s'il y avait une communauté de pratique pour les médecins SAD. Il y a plusieurs médecins qui m'ont approché, puis justement, en parlant des RIRPA, pour me dire est-ce qu'on peut inclure les RIRPA davantage. C'est sûr que pour nous, pour l'instant, on va focuser sur les médecins en CHSLD pour la communauté de pratique. Éventuellement, on va peut-être pouvoir élargir un petit peu vers d'autres milieux de soins pour aînés, mais on a beaucoup de pain sur la planche pour l'instant, juste avec les CHSLD, fait qu'on voulait commencer petit, là, pas trop nous éparpiller, mais c'est toujours des choses qu'on peut explorer, mais effectivement, c'est pas la première fois qu'on nous dit hey, c'est vraiment cool la communauté de pratique en CHSLD, on aimerait ça pour le SAD et on aimerait ça pour les RIRPA. Fait qu'on prend bien note de ça. Je pense qu'il y avait Dr Gingras aussi, un petit dernier truc. Non, je pense que c'est une petite main qui était déjà levée. Parfait. Puis, vous mentionnez, c'est ça, donc on est supporté par le Collège québécois des médecins de famille. Donc, si jamais il y a des questions, vous tentez de rejoindre la communauté, c'est une bonne façon d'y aller aussi. Et puis, notre site web qui a été mis sur le chat. Donc, voilà. Alors, je pense que ça conclut. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout notre comité directeur. Puis, merci d'avoir été là aujourd'hui. Là. On va certainement se revoir dans quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.